Très bien, parfait. Bien, je consignement pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire 40 minutes. J'essaierai de faire moins que 40 minutes. Voilà. Et voilà. Donc, on dit 16h03. Je vise 16h30. Ça va? Bien, écoutez, merci beaucoup. Et je voudrais vous parler aujourd'hui, à l'occasion de ce colloque, de quelque chose qui n'est pas très connu et qui me semble important de mentionner. C'est la notion de métrique verte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, en fait, ce qu'on entend pour verdir le système financier, pour réorienter ou réfléchir les investissements vers du vert, c'est qu'il faut trouver des objets verts sur lesquels les flux financiers seraient investis et tout irait bien. Donc, on choisit des sociétés qui n'ont pas trop d'émissions de CO2, on choisit des entreprises, institutions qui sont conformes à une manière de voir l'environnement et tout irait bien. Et dans cette vision un petit peu irénique de la manière dont on peut verdir la finance ou l'écologiser, je pense qu'il y a un point qui n'a pas été, à mon avis, assez abordé, c'est la manière dont on pourrait verdir les métriques. Et c'est important parce que finalement, ces métriques constituent un peu le squelette ou la structure technique de la finance. Et si l'on verdit les investissements en les fléchant vers du vert sans s'occuper de leur squelette, on va avoir quelque chose qui aura une surface verte, des branches ou des bourgeons verts, mais dont le noyau restera en fait non vert, c'est-à-dire brun. C'est un peu comme les pastèques, c'est vert à l'intérieur et rouge, vert dehors, rouge dedans. Et de ce point de vue-là, on aurait quelque chose qui s'apparenterait à une surcouche verte d'un système financier qui resterait brun, ce qu'on appelle en anglais du greenwashing, et que je pourrais traduire en français en utilisant les ressources de la langue française par une étiquette verte, à la fois une étiquette au sens classique, c'est-à-dire QUE, comme un flag, donc bien une notion de greenwashing, mais aussi une étiquette en mettant un H entre le T et le I, au sens d'une petite éthique, ou une éthique de la finance réduite, donc une étiquette, parce que précisément, oubliant une dimension importante de la finance qui sont ces métriques, c'est-à-dire le rôle déterminant du système technique de calcul de risque de la finance. Donc aujourd'hui, je vais vous donner juste quelques pistes de réflexion sur la manière dont on peut appréhender cette question des métriques vertes. Pourquoi est-ce que le logos financier empêche aujourd'hui la finance d'être verdie et le système financier d'être entièrement orienté en direction de l'écologie? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir permettre un changement effectif du système financier vers son écologisation? Voilà. Alors, mes transparents sont en français et en anglais. J'ai pris les transparents anglais qui ont été présentés dans des contextes différents. Je me suis dit qu'au Canada, qui était un pays bilingue, même si le Québec est francophone, ça pourrait passer. Bon. Donc l'idée, la première idée, c'est la notion de financiarisation versus finance écologique, en m'appuyant sur la critique qui a été faite par Thomas Lagorat-Sego et Enrique Martinez en 2020. L'idée c'est qu'en général, on veut travailler sur la mise en place d'une finance écologique en superposant, en quelque sorte, une approche néoclassique et une perspective écologique. Autrement dit, on suppose qu'il y a indépendance entre les valeurs écologiques, par exemple décarbonées, et puis les systèmes de la finance néoclassique. C'est-à-dire que finalement, les instruments financiers sont conçus par la finance néoclassique et, ce qu'on disait juste avant, on veut les rendre écologiques en ajoutant des paramètres verts. Et par rapport à ça, la proposition, c'est de dire qu'il faut introduire dans la finance que l'on veut rendre écologique, plus qu'un verdissement des paramètres,
Il faut au contraire toucher à la structure épistémologique même des modèles mathématiques de risque et considérer la manière de modéliser les risques financiers. Et là, je fais référence à une notion introduite récemment sur les catastrophes naturelles, la notion d'ontologie financière des catastrophes naturelles, selon quoi les modélisations de risque de la finance néoclassique, bien qu'invisibles dans la finance apparente, ont un impact très important environnemental et sont à l'origine de catastrophes non financières, dites naturelles, d'où l'idée de l'ontologie financière des catastrophes naturelles. Donc là, il y a une vraie question qui, aujourd'hui, me semble-t-il, un point aveugle des réflexions sur la finance écologique. Le point aveugle étant les modèles mathématiques de risque et leur impact dans l'environnement et le système économique et financier. Alors, pour y entrer, je vais prendre un exemple qui est celui de la crise de 2008 et de l'excellent film Margin Call qui relate la chute de la banque Lehman Brothers lorsqu'on a découvert le portefeuille de crédit toxique, d'emprunts toxiques. Dans ce film, il y a une scène qui me semble clé ou cruciale pour comprendre l'enjeu des modèles mathématiques de risque dans l'impact sociétal environnemental de la finance. C'est le moment où on découvre dans la banque la catastrophe potentielle qui vient des emprunts hypothécaires déclassés, les crédits hypothécaires qu'on appelle subprime. Et là, la scène se passe au moment où le responsable de la banque d'investissement de la banque est arrivé dans son bureau, ça se passe la nuit, il arrive en hélicoptère, il atterrit sur le toit, toute une mise en scène assez forte dans le film, et il convoque à son bureau la risk manager et il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et je pense que ce dialogue devrait être médité par tous ceux, qu'ils soient spécialistes, professionnels, chercheurs ou militants, tous ceux qui cherchent aujourd'hui à comprendre ce qui se passe en finance et à faire bouger la finance dans un sens de l'écologisation des pratiques. Elle lui dit « Les calculs sont justes, mais la formule ne vaut plus rien. » Il lui dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle lui répond « Elle est dépassée. » Il lui répond « 8 000 milliards de dollars reposent partout dans le monde sur cette équation. » Elle lui répond « On s'est tous trompés. » Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas en train de parler, surtout à l'époque en 2008, d'investissement vert ou pas vert, ou de produits faits pour tel ou tel type d'investisseur. Elle dit « Les calculs sont justes, mais la formule ne vaut rien. » Ça veut dire qu'il n'y a pas de faute de procédure, pas de faute de calcul, il n'y a pas de mauvaises données. Les données sont bonnes. Souvent on dit garbage in, garbage out. Non, les données sont bonnes. Il n'y a pas d'erreur en quelque sorte sur le choix des investissements ni sur le choix des données utilisées pour les calculs. La formule elle-même qui ne vaut rien. Comme lui, il ne comprend pas, il dit « Mais pourquoi est-ce que la formule, ce que veut dire c'est que la formule ne vaut rien ?» Elle lui répond que la formule est dépassée et elle parle de la formule mathématique. Et il lui dit que tout le monde utilise cette équation. Et elle répond « On s'est tous trompés. » Je dirais qu'aujourd'hui encore, dans les approches ou les perspectives de la finance dite verte, on continue à tous, je ne dis pas se tromper, mais à utiliser des formules mathématiques, des équations qui en fait renvoient à la même appréhension du risque que celles qui ont été à l'origine de la crise de 2008. Il y a là un enjeu très important en termes épistémologiques qui est de comprendre que le cadre conceptuel des modèles mathématiques de risque utilisés dans les perspectives de la finance écologique n'a pas été changé depuis 2008. Alors, pour y voir de plus près, ce qu'on a appelé d'un terme tout à fait parlant, on va dire américaine, la formule qui a tué Wall Street, l'équation qui tue, c'est qu'effectivement, une formule mathématique particulière, qui en l'occurrence était la copule de David Lee ou copule gaussienne, a été la cause principale de la catastrophe, au-delà ou indépendamment de ce qu'on a entendu partout sur la cupidité ou l'avidité. Que les gens ont été cupides ou avides, ça n'a pas trop changé depuis Adam et Ève. En revanche, 2008 a été déclenché par cette copule qui a donné l'illusion
que le risque était totalement maîtrisé. Cette copule, c'est une manière d'écrire symboliquement le probable, c'est-à-dire en fait on finance le risque, que ce soit le risque financier, le risque économique ou le risque sociétal qui en découle. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a eu là une convention de quantification, autrement dit, quelque chose qui assure une croyance partagée sur la manière de se représenter le risque financier, et que cette croyance partagée a conduit à la mise en place de dispositifs de calcul, d'instruments financiers et de normes réglementaires qui ont amené l'ensemble de la place financière, y compris les gens qui étaient honnêtes, sincères, intègres, soucieux de leurs prochains, altruistes et préoccupés par le bien commun, y compris cela, et surtout cela, a surtout aggravé le problème. Plus les acteurs étaient honnêtes et soucieux du bien commun, plus ils appliquaient de manière conforme, éthiquement juste, des équations mathématiques qui étaient en fait trompeuses. Et là, on a exactement un contexte qui représente le contraire de ce que l'on croit. En général, c'est que c'est parce que des individus peu honnêtes ou peu soucieux du bien commun agissent que la finance va dans le mur. Ça veut dire que le cadre conceptuel d'acceptabilité de la mesure de risque, ce qui fait qu'on mesure des risques économiques, financiers, sociétaux, environnementaux, ce cadre-là n'était pas le bon. Et c'est le sens de la réponse du risk manager, on s'est tous trompés, c'est-à-dire qu'il y a eu un effet imprévu et non souhaité de la croyance dans des modélisations mathématiques de risque. Là, ça vaut la peine de relire les historiens des sciences pour se demander si ce n'est pas déjà arrivé dans l'histoire. Or, justement, le physicien et historien des sciences français Pierre Duhem, dans un article publié en 1893 dans la Revue des questions scientifiques, écrivait cette phrase tout à fait incroyable que j'ai ici fait réapparaître à l'occasion de la crise de 2008, et la suivante: aux industriels qui n'ont cure de la justesse d'une formule pourvu qu'elle soit commode, nous rappellerons que l'équation simple mais fausse, pensez à l'argument, il faut être simple, il faut être concret, il faut être pratique, il faut être proche des choses. C'est tôt ou tard, par une revanche inattendue de la logique, l'entreprise qui échoue, la digue qui crève, le pont qui s'écroule, c'est la ruine financière lorsque ce n'est pas le sinistre qui fauche des vies humaines. Cette phrase tout à fait extraordinaire a été écrite par Pierre Duhem en 1893, attirant l'attention sur l'impact des équations simples mais fausses. Autrement dit, l'enjeu là est de comprendre que des modèles mathématiques particuliers peuvent avoir une conséquence catastrophique sur l'environnement, la société. Et l'arrière-plan de cette citation, de cette phrase, c'est de dire que la justice sociale ou la justice environnementale nécessite comme condition préalable, nécessaire mais non suffisante, la justesse des modèles mathématiques de risque. La justesse des modélisations mathématiques devient une condition nécessaire à la justice sociale ou environnementale. Sans justesse mathématique, il n'est pas possible d'obtenir une justice sociale ou environnementale dans le cas où on modélise les risques financiers ou environnementaux. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait des métriques et des normes. La manière dont on écrit ou dont on pense le probable, c'est-à-dire le rapport au risque, c'est-à-dire en fait les aléas qui interagissent et qui agissent sur notre vie quotidienne, une tempête, une catastrophe, un accident financier, un défaut de crédit, ces aléas disent quelque chose d'improbable que l'on écrit symboliquement par des mathématiques financières et que l'on écrit juridiquement par des normes réglementaires de régulation. Par exemple, Bâle 3, par exemple, sur l'habilité des systèmes prudentiels qui appréhendent le risque à partir d'une représentation particulière du probable. Tout l'enjeu des métriques. Une métrique, c'est quoi? C'est simplement l'étude des régularités systématiques qui vont caractériser un système donné, environnemental, sociétal, urbain, économique ou financier. Et dans la finance, ces métriques
ont pris la forme de ce qu'on appelle en anglais les risk numbers, les indicateurs classiques, comme la volatilité, comme etc., etc. Donc, on voit que là, en fait, quand on veut orienter la finance dans un sens écologique, il faut prendre en considération les métriques qui sont comme les tuyaux, en quelque sorte, du système. Tant que les métriques n'ont pas été modifiées, tant que les métriques n'ont pas été verdies, on dirait presque décarbonées, alors on aura beau vouloir verdir le reste, on aura l'effet pastèque, une surface verte sur un centre rouge, en l'occurrence brun, comme on le verra, parce qu'on a affaire à ce qu'on appelle le mouvement brownien, et en anglais, le jeu de mots fonctionne, brown finance, finance brownienne, mais finance brune. Le que on n'a pas affaire seulement à des modèles mathématiques, donc concernant les spécialistes ou les techniciens ou les chercheurs, mais de ce que ces modèles mathématiques sont devenus tellement la réponse du risk manager au patron de la banque, on s'est tous trompés, qu'ils se sont transformés en modèles mentaux. Il faut juste que je mette mon chargeur, excusez-moi. Un modèle mental, c'est simplement ce qu'on a à l'esprit pour pouvoir avancer et prendre des décisions. Comme ce qu'on trouve sur Wikipédia, c'est une représentation intellectuelle qui permet de simuler mentalement le déroulement d'un phénomène pour anticiper les résultats d'une action. Exemple, une course en montagne, on est sur un sentier escarpé, on a en tête un modèle mental sur le risque qui fait qu'on va ou non courir sur un sentier ou sur une vire. Selon qu'on voit un précipice, on ne courra pas, on voit une petite pelouse et on pourra courir. Le point important, c'est que les métriques sont devenus des modèles mentaux dans la finance, au sens où plus personne ne pense réellement les enjeux et les soubassements techniques de ces mesures de risque environnemental ou financier. Et par conséquent, l'attitude des financiers qui veulent transformer la finance dans un sens écologique repose sur des métriques invisibles, passées dans leurs réflexes mentaux. Donc, il y a à faire une archéologie des métriques financières, détecter et débusquer lesquelles sont dangereuses et lesquelles seraient conservables. Le point important, c'est la manière dont on se représente le probable. À cette manière contient des modes de raisonnement pour les pratiques professionnelles, comment on répartit les fonds, sur quel type d'investissement, comment on couvre les risques de change, comment on prend en compte les risques environnementaux. Donc, il y a un cadre de pensée très général qui va imprégner, irriguer les réflexes mentaux des professionnels, des investisseurs et des régulateurs. Ce qui veut dire que le risque défini par ces modèles mentaux devient en fait la réalité avec laquelle on va négocier. Dans les structures urbaines, si on définit les risques avec des modèles particuliers non adaptés à ce qui peut se passer dans les villes, on pourra complètement en fait se tromper. Et donc dans la finance, le risque financier dépend d'indicateurs comme les value at risk, les TCE, les best estimates, etc. Donc on voit l'enjeu en quelque sorte de pouvoir détecter l'influence et l'impact des métriques sur les conséquences de la finance verte ou non verte. Et donc maintenant, je vais vous présenter en fait l'hypothèse que j'ai proposée dans ce sens, dans mes travaux antérieurs, pour essayer de résoudre ce problème de la transition de la finance vers l'écologie ou de l'écologisation de la finance vers une finance verte pour assurer au système financier une durabilité à long terme. Et j'ai appelé ça le logos financier, c'est-à-dire cette notion que, on va voir ce que c'est, publiée en 2016 dans la revue Research in International Business and Finance, où je propose, où je présente quelque chose qui rend compte des obstacles aujourd'hui que rencontre la finance à devenir écologisée par des pratiques modifiées avec les métriques. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est une application d'un livre d'Austin, How to do things with words, en français, quand dire c'est faire, que j'ai transposé en mettant simplement How to do things with risk models, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va avoir des modèles de risque qui vont faire des vraies choses dans le vrai monde. Appelle-t-on le logos dans l'Antiquité? Le logos, c'est un principe d'ordre de savoir, c'est un discours au sens d'un discours tout puissant des sophistes dans la Grèce antique,
ce discours a le pouvoir, le logos parle et ce qu'il dit advient. Et de ce point de vue-là, l'idée que j'ai proposée, c'est de dire que le modèle mathématique de risque serait comme un discours sur le probable, et il y aurait un pouvoir démiurgique de cette écriture des probables, au sens où les modèles mathématiques deviendraient ce qu'on appelle performatifs, c'est-à-dire auraient un effet réel dans le vrai monde. D'où l'idée de l'ontologie financière des catastrophes naturelles. La notion d'acte de parole, de quoi s'agit-il? Donc Austin l'a introduite dans Qu'en dire c'est faire, How to do things with words, et Austin disait finalement lorsqu'on parle, lorsqu'on fait un discours, il y a trois types d'énoncés. Des énoncés descriptifs, cette chaise est rouge, des énoncés prescriptifs, ouvrez la fenêtre, et des énoncés qui sont ni l'un ni l'autre. Je vous déclare mari et femme. Parce que dit Austin, lorsque l'officier ministériel prononce cette phrase, évidemment ce n'est pas descriptif, et ce n'est pas non plus prescriptif. Et il appelle ça un énoncé performatif, faisant référence à la dimension pragmatique du langage, encore appelé speech acts en anglais, les actes de parole. Un acte de parole, dans la philosophie du langage, c'est une énonciation qui possède une fonction performative dans la communication, au sens où le simple fait de les énoncer équivaut à accomplir cela même qui est énoncé. Et on dit bien énonciation et non pas énoncé, ça veut dire qu'il y a d'ailleurs une notion de condition d'efficacité du discours sur la réalité sociologique. Et c'est l'association entre le fait de dire et donc ces conditions d'efficacité qui va changer le cours des événements. Donc ce que j'ai proposé, c'est de considérer les modèles mathématiques de risque, autrement dit l'écriture du probable, le rapport au probable, les représentations du probable, comme des éléments de discours performatifs au sens de Austin, c'est-à-dire comme des objets qui vont transformer le vrai monde, et on verra ensuite ou non les conséquences négatives ou positives. Deuxième étape chez Austin, il y a eu une évolution dans la pensée de Austin. Il élargit sa théorie des énoncés performatifs, qui est un mot, encore une fois, qui veut dire mettre en forme, qui vient du vieux français parformer, mettre en forme, avec trois niveaux de discours qui représentent ou qui désignent des actes de parole différents. Il y a ce que Dolchin appelle l'effet locutoire, la locution, ce qu'on dit, le discours. Il y a l'effet illocutoire ou l'illocution, ce que l'on fait en le disant, c'est-à-dire les conventions qui assurent au discours de pouvoir changer la réalité. Je vous déclare mari et femme parce que c'est prononcé par l'officier ministériel. On pourrait appeler ça aussi la normativité de l'acte illocutoire, au sens où les normes permettent à l'énoncé d'agir sur le vrai monde. Il y a une efficacité normative. Et l'effet perlocutoire, la perlocution, ce que l'on fait par le fait de le dire, mais qui n'est pas prévu dans la convention. Autrement dit, les effets inattendus de la normativité ou encore l'échec du performatif. Par exemple, c'est l'exemple classique d'Austin, si au moment du baptême, lorsque le prêtre dit « je vous déclare, je vous baptise », etc., le locutoire, c'est la phrase « je vous baptise », l'illocutoire, c'est le fait qu'en le disant, le bébé ou l'adulte est baptisé, et le perlocutoire, c'est que si par hasard dans la salle, on trouve des personnes qui sont opposées au baptême, elles ne sont pas contentes. Bon, ça, c'est l'exemple très classique qu'on trouve chez Austin, il y en a beaucoup d'autres. Du coup, le locutoire appliquait la notion du logos financier, on appelle logos financier ce discours mathématique des modèles de risque qui vont avoir un impact sur le vrai monde. Donc, le locutoire ou la locution sera ce que le logos financier dit, c'est-à-dire le discours mathématique du logos financier. L'illocution sera ce que le logos financier fait en le disant, l'efficacité conventionnelle du logos financier, les formules, comme la formule de Lie, les formules qui tuent, l'équation qui tue. Et l'acte perlocutoire ou la perlocution sera ce que le logos financier fait par le fait de le dire ou effet imprévu du logos financier, que certains ont appelé signe noir, comme Taleb, des accidents qui se produisent alors que rien ne laissait imaginer qu'ils pourraient se produire. Voilà. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir inclure le signe noir dans les effets du logos financier. Alors, plus précisément, le locutoire en finance, dans la finance néoclassique du logos financier, dans ce que la finance néoclassique dit,
c'est que dans un système économique ou financier, quand on veut écrire une manière de se représenter le risque, une modélisation du risque, on doit avoir comme hypothèse celle de la continuité des variations. Mathématiquement, ça veut dire que le mouvement brownien est devenu la composante de base des métriques de la finance néoclassique. Et donc, on peut déjà dire tout de suite que peut-être bien que la finance néoclassique n'a pas été verte à cause de ces métriques browniennes, ou encore que les métriques browniennes ne sont pas des métriques vertes. Dans le petit carré en haut à droite, vous avez quelque chose qui est une plante, qu'on appelle en latin la Clarkia pulchella, qui est une plante sauvage. Et cette plante sauvage a été examinée par le botaniste Robert Brown en 1827. Il a étudié les mouvements des pollens dans cette plante sauvage, et c'est de là qu'il a l'idée d'imaginer un mouvement de ces particules de pollen qui depuis porte son nom, qui est le mouvement de Brown, ou mouvement brownien, qui veut dire une agitation moyenne, désordonnée, des particules de pollen dans la plante sauvage. Donc on pourrait dire, en prenant la métaphore du jardin de la finance, que finalement, dans la finance néoclassique, la plante sauvage qui a poussé partout a empêché en quelque sorte le jardin d'être vert. Et qu'au fond, la tâche d'aujourd'hui qui serait devant nous, ce serait de désherber le jardin de la finance de ces plantes sauvages, Clarkia pulchella, qui apparaissent partout dans les métriques browniennes de la finance néoclassique. Alors, on peut aller un peu plus loin, je regarde l'heure, ça va, et dire que pourquoi passer par une perspective philosophique pour pouvoir détecter des problèmes dans la finance verte et chercher en fait où je trouve ce principe de continuité. L'intérêt, c'est de pouvoir précisément mettre en évidence sous les positions des différentes finances, mettons orthodoxes, hétérodoxes, vertes, écologiques, néoclassiques ou autres, la présence ou non de cette plante sauvage, la Clarkia pulchella, à l'origine du mouvement brownien, à l'origine du principe de continuité dont on a vu que c'est le principal obstacle à la finance verte, que les métriques browniennes sont des métriques non vertes. D'où la proposition que j'ai faite de faire un détour par l'épistémologie et par la philosophie des sciences pour débusquer partout où il se trouverait ce principe de continuité à l'intérieur des métriques de la finance néoclassique. Le principe de continuité n'est pas nouveau. Il remonte à Leibniz et à Newton. Natura non facit saltus. La nature ne fait jamais de saut. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1890, le grand économiste Marshall a considéré que le principe de continuité devrait représenter la base solide, conceptuelle, absolue de l'économie pour le XXe siècle. C'est-à-dire que pour Marshall, on ne pouvait pas imaginer de modèle économique et financier sans principe de continuité. Et l'hypothèse que j'ai faite dans cet article et dans le suivant, c'est que peut-être il y a là une cause profonde de la destruction de l'environnement par la finance néoclassique, dans la mesure où le principe de continuité, on va le voir, est totalement opposé et contraire à ce qui régit la nature du point de vue des structures même des aléas naturels. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1966, Norbert Wiener, dans God and Golem, avait attiré l'attention sur les dangers du principe de continuité. Je vous cite Wiener, de la même manière que les populations primitives adoptent les modes vestimentaires dénationalisés et le parlementarisme je veux dire parce que j'ai en fait un écran qui se... En fait, voilà. Et le parlementarisme de l'Occident, parce qu'ils ont la vague impression que ces rites et ces vêtements magiques leur donneront accès à la culture et aux techniques modernes, les économistes, et ça c'est très important, ont pris l'habitude de maquiller leurs idées plutôt imprécises avec la langue du calcul infinitésimal. Je pense que là, on a la racine du problème des économies néoclassiques sur à peu près
une grande partie, sinon l'ensemble du XXe siècle, est la source ou une des sources profondes de la destruction environnementale qui a été faite dans l'économie et la finance néoclassique. Le point important, c'est que, comme dans les voyages de Gulliver, vous savez que l'île de Laputa, c'est l'île des savants normalisateurs qui décident de ce qui est bien pour les paysans qui sont sur la terre ferme, et les savants se retrouvent entre eux pour forger ce monde nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce voyage de Gulliver, on voit que les révoltes sont matées par la descente de l'île flottante. Donc aujourd'hui, les militants écologistes ou ceux qui travaillent sur une écologie de proximité vont être repérés par les savants de l'île de Laputa qui fonctionnent sur la base du principe de continuité, une idée résistante à tout changement qui voudrait introduire la discontinuité par le rôle de lobby financier, donc de lien d'intérêt entre les chercheurs et les financiers, et qui fait que finalement, on ne peut pas arriver, ou difficilement, quand on part de la terre ferme, autrement dit l'image qui est devant vous, ce qui est en bas à gauche, on ne peut pas arriver à changer cette idée résistante qui est le principe de continuité, malgré un militantisme dont on pourrait imaginer qu'il est important. Pourquoi? Parce que les gardiens du jardin financier s'en croient les propriétaires et maintiennent, en l'occurrence, les plantes sauvages qui sont les Clarkia pulchella. Donc, que faire? D'abord, remarquer que cette question du principe de continuité, ça a été le sol fondateur sur lequel s'est construite l'ensemble de la finance néoclassique, c'est-à-dire, grosso modo, le diable pour l'écologie. Les très grands succès, comme les formules de prix d'option de Black-Scholes et Merton en 1973, la notion de portefeuille réplique, qui est la base de la finance contemporaine sur les marchés dérivés, la notion de stratégie de réplication de portefeuille ajusté de manière continue par le principe de continuité, le théorème fondamental de l'évaluation des actifs financiers de Harrison, Krebs et Pliska, avec l'approche qu'on appelle risque neutre ou absence d'arbitrage des marchés efficaces ou efficients, qui est le fondement de la réglementation internationale avec aujourd'hui BAL 3 Solvabilité 2. Tout ça, c'est la conséquence du principe de continuité et ça constitue finalement une convention de quantification, c'est de la finance néoclassique, au sens où la métrologie de la finance néoclassique, aujourd'hui encore, y compris dans la finance dite verte, repose sur le principe de continuité, dont les traces visibles sont la notion de marché efficace, efficient, Epsilon Kata hypothesis, EMH, et d'absence d'occasion d'arbitrage, ou AOA. D'où le programme de recherche que j'ai proposé en 2020, dans la revue Sustainability, pour arriver à ce que la finance et les modélisations de risque soient alignées sur les ODD. C'est un programme qui est encore un état de programme, mais qui essaie de dessiner une piste potentielle pour transformer de manière fondamentale la finance à travers ces métriques, et qui est la suivante. Très schématiquement, aujourd'hui, une finance dite néoclassique à base du principe de continuité définit une modélisation de risque orthodoxe, qu'on appelle aussi la finance mainstream. Cette finance orthodoxe a été à l'origine de la financiarisation de la société et des destructions environnementales et sociétales qu'on a connues, l'accroissement des inégalités, le développement de zones de pauvreté, le développement de zones totalement détruites en matière d'environnement, les accidents qu'on a connus depuis le crack de 1987 jusqu'à la crise 2008, toute cette finance donc, reposant sur le principe de continuité, contre laquelle il faudrait opposer ce qu'on pourrait appeler une finance discontinue ou une modélisation hétérodoxe à base de, disons, de discontinuité au sens très large, que l'on trouve en germe, si on veut parler comme ça, en faisant un jeu de mots, puisqu'on est dans le jardin, la finance et puis des questions écologiques, dans les travaux de Mandelbrot des années 60, en introduisant ce qu'il a appelé la géométrie fractale, mais de manière plus technique, une manière de prendre en compte des discontinuités et la rugosité qu'on trouve partout dans la nature quand on regarde les structures des éléments naturels. Donc, l'idée qui est proposée en quelque sorte dans ce programme de recherche en 2020, c'est que
une finance durable et des métriques vertes devraient être examinées en extrayant les résidus de continuité des métriques actuelles et en les remplaçant par des métriques à base de discontinuité. Et en conclusion, finalement, voilà un exemple de fougère fractale. C'est une fonction réitérée qu'on appelle fougère de Barnsley et qui montre que les approches fractales au sens large, pas au sens étroit, permettraient de caler en quelque sorte les manières de modéliser le risque ou les représentations du risque sur les structures naturelles telles qu'on les observe. Il y aura là quelque chose d'intéressant à creuser, dans la manière, au fond, de rendre homogènes les représentations du risque de la finance mathématique avec les structures des aléas des environnements naturels. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, puisque je vois qu'il est 5 moments, c'est 40 minutes, pour dire que c'est une proposition de programme de recherche qui pourrait être intéressante à explorer pour quitter la seule recherche du fléchage des investissements par leur objet, mais entrer dans la machinerie de la finance pour la démonter et la remonter différemment. Voilà, écoutez, ça fait 40 minutes et donc je vous remercie. Merci beaucoup, Christian. Est-ce que vous pourriez départager votre écran afin que l'on puisse vous voir mieux? Voilà. Excellent. Alors, est-ce